Il y a des sujets sur la création que nous, évoquons, semaine après semaine avec Benjamin, qui sont rarement abordés, et aujourd'hui, un sujet qui, visiblement, est un peu plus présent sur les chaires des églises, c'est, le fameux, chemin avec, 4 terres différentes dans lequel, sont semés, des blés. Tu voudrais nous en parler aujourd'hui, Benjamin? Oui, avec plaisir. Alors, c'est une parabole qui est souvent utilisée. Et puis, j'ai voulu, dans notre dynamique, hein, d'étudier un petit peu l'aspect pratique des choses, me pencher sur cette question. Et premièrement, parce que, déjà, elle parle de culture, de plantation. Alors, je suis ni agriculteur, ni, enfin, j'ai un potager pour mettre quelques plants de tomates, mais c'est très amateur, donc c'est pas vraiment d'expérience que je parle, mais de ce que j'ai pu observer, dont de ton travail aussi également. Eh bien, ma première lecture de ce texte a toujours été dans mon cœur un petit peu excluante, dans le sens où finalement on est soit un terrain, soit un autre, soit un autre, soit un autre, et que on enlève souvent cette notion de dire, bah oui, je suis peut-être un terrain avec des ronces ou je ne sais quoi, mais que je ne suis pas appelé forcément à rester ce terrain Mmh. de cette manière-là toute ma vie. Mmh. Ou, alors là, pour le coup, c'est valable dans les deux cas, où soit je pense à moi, soit je pense aux autres qui sont autour de moi, que je souhaite aider. Et là, je pense que l'image est encore plus parlante, de me dire, quand je vois chez l'autre la nature de son terrain, ou quand je pense le voir, parce que ça, c'est aussi une autre question, eh bien, est-ce que je le catalogue dans une de ces quatre catégories, ou bien au contraire, je me dis, maintenant que j'ai fait ce constat, eh bien, est-ce que je peux pas prendre soin de cette terre euh, pour la transformer, tout simplement, pour lui permettre d'être cette bonne terre que Jésus voudrait que nous soyons tous. Mmh. Et est-ce que tu en as tiré des leçons alors, de cette, réflexion? Je me suis un petit peu laissé influencer par ce qui, pour moi, vu de loin, bien que ce soit pas tout récent, mais était un peu un effet de mode quand je pouvais naviguer un petit peu sur Internet ou lire quelques littératures sur ce sujet de la permaculture où la notion de respecter la terre qu'on est en train de travailler Mmh. semblait avoir une importance capitale. Et si j'ai bien compris, le travail est toujours présent d'une manière ou d'une autre, mais l'objectif, ou en tout cas la manière d'amener les choses est différente. Et donc, je me suis un petit peu penché là-dessus, et je me suis rendu compte que, quand nous sommes face à cœur de quelqu'un d'autre, et que il nous ouvre cet accès à son cœur, à son terrain, je me rends compte que on peut se décider soit d'être cet agriculteur respectueux du terrain qui va vouloir travailler peut-être par permaculture dans le cœur de son prochain, ou bien cet autre agriculteur que je méprise pas du tout évidemment, mais qui va vouloir commencer à labourer de manière qu'on pourrait considérer comme violente Mmh. pour absolument obtenir le fruit qu'il désire le plus vite possible, la plus grosse quantité, etc. Donc là, on comprend rapidement hein, le parallèle, mais cette notion de, je pense, hein, en tout cas, moi, je veux centrer ça là-dessus aujourd'hui, de respecter la terre et puis de ne pas la maltraiter, finalement. Mmh. Et pour son bien, et pour évidemment le bien de la culture qu'on va en faire. Très bien. Et du coup, sur ces, alors si je peux me permettre effectivement, allez, petite parenthèse, le labour, pendant des siècles, on a toujours labouré, sauf que, quand on labourait à l'époque, on pouvait semer avant le labour. C'est-à-dire que, le fait de labourer servait à recouvrir les graines, donc en fait, vous comprenez bien que c'était pas ça ne pouvait pas être un labour profond comme il est pratiqué aujourd'hui, qui fonctionne, mais qui, qui a la problématique d'endommager année après Mhm. année, le sol et qui lui fait perdre, tout le trésor tout le trésor de la matière organique qui était, enfermé à l'intérieur. Et le problème, c'est que, un jour, il y a plus de matière organique, donc il y a plus du tout de fertilité et le choc est brutal. Mais le problème aussi, c'est que ces changements sont très longs et durent sur toute une vie. Donc c'est pour ça que, les agriculteurs qui, fonctionnent de cette façon-là depuis finalement pas si longtemps, n'en voient pas encore tous les effets.
Mais je ferme la parenthèse et je te laisse revenir à, heu, ta poésie philosophique qui nous emmène vers des réflexions, que nous n'aurions pas imaginées sinon. Eh bien, il y a mon papa a travaillé longtemps dans le bûcheronnage. Il a coupé des arbres très longtemps, donc il travaillait avec des gardes forestiers. Mmh mh. Et quand je lui parlais de tout ça, ça l'a tout de suite rappelé que finalement, donc il a travaillé avec des tracteurs, des remorques, etc. Et une des consignes qu'il avait, c'était justement de ne pas rentrer dans les parcelles de bois avec ces engins, même si Mmh. c'était même pas si gros que ça, hein, à l'échelle de ce qu'on peut voir aujourd'hui, pour ne justement ne pas venir compacter ces sols-là. Et Oui. puis, euh, il avait pour obligation de rester sur le chemin, Mmh. à Si l'extérieur. si je peux me permettre, pour aller dans ton sens, je sais pas si tu as vu passer, il y a eu toute une mode, pour faire des câlins aux arbres et que ça faisait du bien et cetera et je peux totalement comprendre que, heu, serrer quelque ch contre soi quelque chose qui est comme ça, si immense, si, et bien ça puisse, calmer et rassurer. Et en fait, quand c'est organisé régulièrement au même endroit, le résultat, c'est que ça fait mourir les arbres. Mhm. Juste par le piétinement de toutes ces C'est ça. personnes qui viennent, faire à l'arbre un câlin non consenti. Mhm. Oui, donc finalement, il n'y a même pas besoin d'avoir un engin Non, démesuré non, pour écraser. non, non. Et justement, on parlait tout à l'heure de donner accès à notre terrain, Mmh, ou d'avoir accès au terrain de quelqu'un d'autre dans son cœur, hein, j'entends. Eh bien, je me dis aussi, enfin, c'est quelque chose que j'essaye de m'appliquer à moi-même. C'est pas évident parce que c'est pas un réflexe de se dire, ben, moi, j'arrive avec mon gros véhicule, j'arrive avec ce que je pense être des outils nécessaires, utiles et sûrement très bons. Voilà, on ne va pas questionner ça forcément. Mais la première des choses à faire finalement, avant de rentrer dans le cœur de l'autre, c'est de laisser tout ça sur le chemin, de descendre et puis de rentrer délicatement pour ne pas écraser cet endroit où on nous accueille. Et oui, peut-être qu'il y a beaucoup de terre, de pierres, peut-être qu'il y a beaucoup de ronces, peut-être que c'est un chemin dans lequel, ok, c'est tout à fait possible, mmh, mais c'est pas une raison pour laquelle il faut rentrer avec notre gros tracteur, nos grosses certitudes et commencer à nettoyer tout ce qu'on veut nettoyer sous prétexte que nous, on sait comment faire dans le cœur de l'autre. Je pense que c'est vraiment un réflexe qu'on peut avoir parce qu'on veut faire le bien oui, et que finalement, ben voilà, cet exemple des câlins aux arbres, il est très bon parce que on pense pas faire du mal forcément, mais finalement, à l'usage, on en fait. Et mmh. c'est bien de se questionner soi-même aussi sur ces choses-là. Est-ce que tu aurais encore une autre ou 2 leçons que tu aurais apprises sur ce sujet? Oui, alors je fais le parallèle aussi avec ce passage où il y a de l'ivraie qui a été planté au milieu des blés. Et puis le texte qui dit, voilà, n'arrachez pas l'ivraie tout de suite Mmh, parce que vous risqueriez d'arracher le bon blé. oui, Bon, bah, c'est un petit peu la même chose, c'est que moi j'ai grandi avec cette vision des champs que je trouve d'ailleurs pas moche, mais absolument nue, de terre, et puis où il y a pas un brin d'herbe qui a le droit de pousser de travers, donc même avant que ça soit planté, mais une fois que c'est planté, tous les brins de maïs sont de la même taille, etc. Et tout est calibré à l'extrême. Alors moi j'aime bien parce que j'aime bien la géométrie et toutes ces choses-là, mais finalement c'est pas si naturel qu'on pourrait le croire, hein, mais bon. Mais voilà, cette idée de dire oui, il peut y avoir des mauvaises herbes, et puis je vais pas donner la leçon à ceux qui arrachent les mauvaises herbes, mais finalement de vouloir trop arracher tout pour qu'il y ait une espèce d'hygiénisme là qui s'installe, qui soit dans l'agriculture ou spirituellement. Bien sûr il faut nettoyer, il faut veiller, mais parfois, et notamment, je vois une parenthèse par rapport peut-être à l'éducation des enfants, à vouloir tout arracher, bah, on arrache tout, et mmh, il reste plus rien. Et alors oui, l'ivraie, c'est de l'ivraie, et le texte dit bien comment va finir l'ivraie, mais bah, c'est étonnant. Alors on peut sûrement en tirer d'autres leçons, hein, je veux pas de ce texte-là, pas l'accaparer, mais voilà, ce côté de dire, bah, pour que les choses puissent bien pousser, il faut absolument que la terre soit nue, qu'elle soit retournée entièrement et qu'il n'y ait plus rien, qu'on ait enlevé tous les cailloux, tout ce qui traîne. Eh bien, encore une fois, spirituellement, je ne suis pas certain que la meilleure des choses à faire dans le cœur de quelqu'un, c'est de venir le labourer sauvagement, tout enlever, tout repartir de zéro, pour être sûr que derrière, tous les brins de blé soient de la même taille.
Mmh. Tu as fait une petite parenthèse sur, l'éducation des enfants. Est-ce que tu accepterais de la développer, rapidement? Bah, oui, alors, cette notion de alors là, c'est encore une fois, j'allais dire chacun voit midi à sa porte, dans ce domaine-là, mais, on moi, j'ai expérimenté, non pas dans ma propre enfance, mais autour de moi. Moi, je suis né, dans une famille chrétienne Mmh mh. et je me rends bien compte aujourd'hui encore, maintenant c'est mes enfants qui sont nés dans une famille chrétienne et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'enjeux dans des choix qui paraissent anodins pour d'autres, heu, de choses qui sont de médias qui sont consommés, de cultures qui sont consommées, de choix qui sont faits, des choix de vie et que parfois, à vouloir trop isoler et protéger nos enfants du monde extérieur, eh bien, on arrache tout et Mmh. alors oui, ils sont protégés du monde extérieur, mais rien n'a pu pousser Mmh. parce qu'en fait, eh bien, on les a trop, agressés, je dirais et la terre est nue, elle est à vif et elle est là, je dirais au gré des vents, tout voilà, tout peut se passer et je pense que, voilà, je suis papa, je suis toujours fils, mais j'ai été enfant et je me rends compte, on comprend les choix des évidemment, hein, de ses parents quand nous-mêmes on devient parents et ça permet je trouve d'approfondir les choses d'une manière avec une vision à plus long terme, disons. Mmh. Très bien. Voici pour, les mauvaises semences, mais il faut aussi planter des bonnes semences. Exactement et ça aussi, c'est très intéressant parce que utiliser ce texte pour, heu, pour remettre les gens en question, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'on se questionne nous-mêmes, mais on a beau avoir un bon terrain, Mmh mh. si on n'y met pas les bonnes graines, ben il va pas se passer grand-chose. En tout cas, il se passera pas ce qu'on entend et j'aime bien aussi qu'on se responsabilise tous, heu, ceux qui ont les terrains, ceux qui reçoivent le grain et ceux qui Mmh. le répandent. Parce qu'il y a certainement une manière de le faire, mais il y a surtout un contenu et il y a ce proverbe de sagesse un peu populaire, je ne sais pas exactement d'où il vient, j'aurais dû chercher avant de venir, mais heu, qui dit, voilà: «Si vous voulez rendre un peuple, autonome, si vous voulez vraiment l'aider, au lieu de lui donner du poisson, apprenez-lui à pêcher. Au lieu Mmh de mh. lui donner de la farine, apprenez-lui à planter» Ouais. et je trouve que c'est très, très important. Le grain qu'on va planter, qu'on va répandre, qu'on va semer, il doit, amener les gens chez qui on l'a planté à l'autonomie, à Mmh plus ou mh. moins long terme. Mmh. C'est-à-dire, eh bien, on a peut-être planté une fois, Ouais. peut-être qu'il faudra replanter, mais ce qu'on a planté va produire un fruit qui lui-même après va continuer de replanter et cetera et cetera et je me suis rendu compte de ça un jour où ouais, je suis tombé sur un reportage qui parlait justement de cette question du grain et je me suis rendu compte que l'enjeu était, même planétaire, hein, la qualité des graines, leur valeur et le fruit qu'elles donnent. Et tout à l'heure, tu as parlé de fertilité, on est en plein dedans et j'étais vraiment étonné de voir, comme je dis, hein, je suis mon potager, j'y connais rien en vérité et donc être confronté à cette question des graines, je me suis dit j'ai appris qu'il existait ces espèces de graines hybrides Mmh mh. qui font des tomates, des très bonnes tomates, des très belles tomates, mais les graines qui sont dans les tomates, si on les replante, on n'aura plus les mêmes tomates Oui. et ça crée cette dépendance, eh bien, aux vendeurs du grain, Ouais. évidemment. Alors les tomates sont très belles, est-ce qu'elles sont bonnes? C'est une autre question, mais en tout cas, elles sont très belles. Ça donne un rendement incroyable et là, bah, voilà, l'image a continué de tourner dans mon esprit parce que, bah, je me suis vu d'une certaine manière à semer, hein, c'est ce qu'on aime dire, on sème la parole de Dieu, on sème la parole de Dieu à droite, à gauche, dans le cœur de nos enfants, dans nos assemblées, chez nos amis. Et je me suis surpris à demander au Seigneur de me dire, Seigneur, je ne veux pas planter dans le cœur de mes amis, de mes enfants, du grain hybride Mmh mh. qui, une fois qu'ils auront mangé les fruits, seront obligés de revenir me voir pour recevoir ce grain à nouveau. Et évidemment, on comprend tous les enjeux financiers qu'il peut y avoir derrière. Et puis dans une église ou dans un rapport spirituel, tous les enjeux émotionnels, de dépendance qu'on peut avoir. Et donc la qualité de ce grain, alors c'est vrai que, de ce que j'ai pu voir après, c'est que le grain «naturel» entre guillemets, eh bien, il va avoir plus de travail. Il va devoir, subir peut-être plus de choses. Il est moins prêt pour résister à d'autres choses. Mais par contre, le grain qui sera dans le fruit de cette plante Mmh. sera différent, il se sera adapté et cetera et cetera et je pense que plus on travaille comme ça, plus le grain,
est sur mesure, je dirais, avec la terre dans laquelle on l'a planté. Et Et donc je me dis, bah voilà, c'est vrai que le rendement immédiat n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Il y a peut-être de la frustration, mais par contre, ça crée l'autonomie. mmh, Et je parle pas d'autonomie de dire je reste chez moi tout seul en mode survivaliste spirituel, je n'ai besoin de personne, j'ai mes réserves. Mais l'importance de dire bah, c'est la vraie vie, c'est mon fruit à moi. Et j'aime aussi rappeler que la Bible nous dit de porter du fruit, non pas de le produire, de le porter. Et mmh, donc il y a une notion de bah, presque je subis le fruit que je porte par la vie que je reçois du Seigneur. ouais. Effectivement, et ces graines hybrides, c'est un petit peu ce prêt à manger, ce prêt à être transmis qui permet d'atteindre plus rapidement des objectifs, mais qui rendent dépendants en même temps des gens qui produisent ce savoir Tout à fait. ou ces graines et à contrario, effectivement, prendre le temps de, hem ressemer ses propres graines, c'est, prendre le temps d'avoir des graines qui vont des plantes qui vont petit à petit s'adapter au terroir, Mhm. s'enraciner dans le terroir et même pareil pour nous, l'éducation qu'on a reçue, on la transmet pas telle quelle, mais on l'adapte parce Complètement. que la terre évolue, parce que, Mhm. notre société évolue et on l'adapte pas pour se conformer au temps présent, mais on l'adapte pour qu'elle soit plus pertinente, dans l'époque dans laquelle nos enfants vivent et pareil pour nos graines, petit à petit, d'année en année, on peut, comme certains, s'amuser à développer des variétés qui, vont pouvoir pousser sans eau, Oui, enfin sans arrosage parce qu'en fait, on a développé des pieds de tomates qui, année après année, apprennent à se débrouiller toutes seules et à être un peu plus autonomes et plus efficaces, plus exactement. adaptées à leur territoire et à leur terroir. Ouais, très intéressant de faire ce parallèle entre l'éducation, la transmission. Heu, merci encore une fois, Benjamin, pour ces temps de philosophie poétique, sur la création. Hem, s'il y en a qui se demandent pourquoi on prend ce temps, heu, une fois j'ai eu un déclic quand, j'écoutais un enseignant parler du fait que, heu, dans la lettre aux 7 églises, à chaque fois, Dieu se présente la facette que Dieu présente de lui, c'est la solution, c'est la partie que l'Église a besoin de redécouvrir pour gérer son problème Mhm. et j'étais surpris de voir cette église, tiède, qui avait besoin de redécouvrir le Dieu de la création et je ne voyais pas le rapport entre le Dieu de la création et une église qui était tiède. Et puis, justement, je me suis, passionné pour cette création. J'ai découvert comment fonctionnaient les bactéries, les champignons, les plantes, les graines, heu, tout ce toute cette merveille de la création et plus j'en apprenais, plus j'étais amoureux du créateur et moins je pouvais être froid, moins je pouvais être tiède, je ne pouvais être que bouillant pour ce créateur Mhm. et ce jour-là, j'ai compris quel était pourquoi c'était si important dans notre génération tiède de redécouvrir les merveilles de la création et c'est pour ça que je suis, reconnaissant, que tu prennes ce temps, Benjamin, de nous amener semaine après semaine dans des découvertes philosophiques, poétiques sur la création. Mhm. Bah, si je peux rajouter une dernière chose, c'est Bien justement sûr. cette redécouverte, ou en tout cas ce fait de se plonger dans cette question-là. On parlait de dépendance à des mauvaises choses. Et Mmh, finalement, l'autonomie, paradoxalement, notre autonomie spirituelle, elle n'est qu'une réorientation de notre dépendance. Et Dieu a créé le monde et depuis, il le soutient. mmh, Et le monde est dépendant de lui à chaque instant pour continuer d'exister. Il y a quelques psaumes magnifiques là-dessus où on comprend que c'est Dieu qui donne le souffle de vie, qui reprend le souffle aux animaux, qui donne à manger, etc., qui donne la course aux étoiles. Et en fait, s'il arrête d'y penser une seconde, tout s'écroule, tout s'éteint, tout s'arrête. Et c'est pour ça que quand tu dis que c'est très important pour notre génération particulièrement, oui, tout à fait, parce que peut-être que de plus en plus de monde est capable d'accepter qu'il y a eu un créateur, mais mmh, accepter qu'il le soutient encore aujourd'hui, ce monde, cette création, ben, ça change parce que ben, on se rend compte que on doit être dépendant. Et donc, cette dépendance que nous avions, que nous pourrions avoir des hommes, auxquels nous ne la voulons plus, mais alors nous devons réorienter cette dépendance envers le Créateur qui s'est engagé, qui s'engage encore aujourd'hui à soutenir sa création. mmh, Jésus intercède pour nous en ce moment auprès du Père. Nous sommes sa nouvelle création, il soutient sa création. Et eh bien, transmettre en fait cette dépendance aux gens,
je trouve que c'est le meilleur cadeau qu'on peut leur donner en disant, je veux vivre de manière dépendante de Dieu, comme la nature vit de manière dépendante du Créateur, et je voudrais te transmettre ce besoin de dépendance de Dieu. Et vu ce qu'il fait dans la création, malgré le fait euh, qu'elle ait subi certaines conséquences négatives, eh bien, vu ce qu'il y fait, j'ai hâte d'observer ce qu'il va faire dans la mienne. Merci beaucoup et du coup, j'oserais même cet oxymore, c'est une dépendance libératrice. Ouais, complètement. À bientôt Benjamin. À bientôt, merci.